Je me suis dit pourquoi pas moi au moment où peut-être où je fais le saut là de sortir de la voie classique en fait, d'essayer de vivre de ma passion sur un métier qui n'existait pas et qui était à créer. Moi j'ai eu un peu une période assez dépressive à la fin de mes études. J'ai eu un moment pendant 2 mois où j'étais en dépression totale, quoi, où je laissais filer les choses. Ça m'a fait comprendre que si j'avais pas une vie qui était en accord avec mes principes et que je faisais pas quelque chose qui me plaisait, eh ben j'étais incapable de faire quoi que ce soit en fait. C'est peut-être là aussi où j'ai pris conscience de l'importance de faire quelque chose qui ait du sens en tout cas pour moi et quelque chose dans un domaine qui me plaît et où je prends du plaisir parce que sinon en fait j'aurais été capable de rien. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Avant de vous parler de Nathan, je voulais vous dire à quel point je suis heureuse, car aujourd'hui est un grand jour. Vous l'aurez peut-être remarqué, la couverture de l'épisode de Nathan a un look différent de celle de d'habitude. En effet, pour fêter les 2 ans du podcast, j'ai décidé de faire un petit rafraîchissement dans l'univers visuel de Pourquoi pas moi. Je vous en reparlerai prochainement, alors si vous ne me suivez pas encore sur LinkedIn ou Instagram, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cela fait 2 ans également que Nathan m'a dit oui pour que je l'interviewe, mais le temps a filé. Quel plaisir de pouvoir vous présenter son témoignage aujourd'hui. Pourquoi je souhaitais tant l'interviewer ? Tout simplement parce qu'il me fascine. Être funambule quand enfant on avait la peur du vide, je trouve ça absolument extraordinaire. Vous allez le découvrir, Nathan s'est créé un métier sur mesure qui a du sens pour lui. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nathan Paulin. Bonjour Nathan. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Alors moi j'ai choisi la plume, une plume d'oiseau. J'ai choisi cet objet parce que ça représente la légèreté. Il y a une idée aussi que voilà, ça sert à une époque en tout cas. Un oiseau, il s'en sert pour voler. Au moment où elle tombe et puis elle est libre, elle va un peu au gré du vent ou le vent la pousse. Et puis elle pourra aussi servir plus tard pour écrire. Voilà, donc elle a plein d'utilités. Toi-même, tu écris ? Alors moi, j'ai jamais assez écrire quand j'étais à l'école. J'ai écrit quelques textes de temps en temps, assez rarement, mais c'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît en tout cas. Je trouve pas mal de plaisir dans l'écriture, même si c'est pas quelque chose que j'ai poussé pour l'instant très loin. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Donc moi, j'ai grandi dans un petit village de montagne qui s'appelle le Reposoir, qui est niché dans une vallée à 1000 mètres d'altitude. C'est un village qui a été fondé en 1151. C'est une chartreuse en fait, donc c'est les moines qui sont venus se perdre dans ce village. Et aujourd'hui, c'est une station de ski très petite qui est un peu coincée entre des grosses stations de ski comme on est à côté du Grand Bornand. Et donc je suis né là-bas en 1994. Ma mère vient d'ici depuis plusieurs générations. Mon père vient de la Sarthe, du Mans. Du Mans même ? Oui, il a vécu au Mans son enfance et mes grands-parents sont toujours là-bas. Oui. Parce que mes grands-parents étaient du Mans, alors je connais bien, juste à côté du Mans. Bah voilà, on a des points communs. Moi, j'ai mes grands-parents qui sont toujours au Mans et qui sont sinon un peu autour dans la campagne. Et quel type de petit garçon t'étais ? Alors, j'étais un petit garçon plutôt, on va dire, introverti, euh, plutôt calme, même si des fois ça bouillonnait un peu à l'intérieur, mais plutôt calme. Voilà, j'étais plutôt un garçon sage, qui parlait pas trop, qui écoutait beaucoup, qui était pas forcément hyper concentré à l'école, mais qui avait pas forcément non plus de problème pour faire ce qu'on me demandait à l'école. Et quand t'avais 6-7 ans, c'était quoi tes rêves ? Alors j'ai jamais eu vraiment c'est pas évident à dire, hein, mais j'ai jamais vraiment rêvé quelque chose. J'ai jamais su me projeter en fait sur la suite, que ce soit
d'une façon ou d'une autre, et je dirais que c'est peut-être ça aujourd'hui qui m'a amené à faire quelque chose dans lequel j'aurais même pas pu me projeter au final. Et voilà, après j'aimais bien quand même passer du temps, j'étais assez solitaire quand même dans la, surtout voilà, à partir de entre 10 et 16 ans, j'étais souvent en montagne à courir seul, et puis mais j'étais pas non plus, voilà, je m'entendais, j'avais pas mal de copains, mais j'avais besoin de moments où j'étais un peu dans mon coin. Dans ta bulle. C'est ça. Et enfant, du coup, enfin plutôt j'imagine que quand tu vis à la montagne, tu dois passer pas mal de temps à escalader et à faire des choses des sports de montagne. Oui, j'ai passé beaucoup de temps dehors déjà, simplement dehors, pas forcément quand on est dans un village et qu'on est un peu libre. Voilà, mes parents, ils étaient assez stricts sur certaines choses, mais des fois on était dehors et puis on pouvait se promener. J'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi, pas mal de copains de mon âge. On était tout le temps à grimper dans les arbres, à faire des cabanes, à faire des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai le fait d'être tout le temps dehors m'a poussé à, enfin j'ai besoin de ça en fait hein, au quotidien, et j'ai fait aussi pas mal ouais, de sport de montagne avec mes parents, mais sans non plus j'ai jamais été poussé plus que ça, j'ai toujours été libre. À une époque aller en montagne ça me saoulait, j'étais un ado, c'était pas trop, c'était plus ce qui me plaisait, et puis après j'y suis revenu un peu naturellement, mais voilà. Je couperai, il y a le frottement de ta main sur le micro. Ouais. Ouais, désolée. Et quand j'ai lu que quand tu avais 12 ans, 12-13 ans, tu as eu un moment assez important dans ta vie où tu devais passer au-dessus du vide et que du coup, tu as eu une sorte de blocage. Alors oui, quand j'étais jeune, j'étais en montagne avec mes parents, on était sur une arête, donc un endroit très vertigineux, où on voit le vide de chaque côté, et j'étais complètement tétanisé, je pouvais plus bouger, je m'accrochais au rocher, euh, et je pleurais parce que, pas forcément, je pleurais pas de peur, mais je pleurais parce que j'étais hyper déçu de moi, en fait, de pas réussir à traverser ce passage, qui m'empêchait d'aller dans des endroits qui me faisaient quand même rêver, parce que j'ai dit que j'avais pas de rêve forcément pour la suite, mais j'aimais beaucoup passer du temps en montagne, surtout à cette époque-là. Et là, j'étais frustré en fait. J'étais déçu de moi-même en fait de pas réussir à traverser cette arête qui était pas. Bon, quand j'y repasse aujourd'hui, ça me fait plus grand-chose. Et comment ils ont réagi tes parents quand ils t'ont vu frustré? Alors mes parents, ils ont réagi, ils se sont arrêtés, hein, ils m'ont pas poussé, ils ont dit, eh ben c'est pas grave, tu retourneras. Voilà, c'est vrai que ça les a un peu surpris de me voir complètement décomposé, et ça les surprend d'autant plus aujourd'hui quand ils voient ce que je fais. Et il y a eu d'autres expériences aussi où là, j'étais en ski avec ma mère dans des pentes un peu raides, gelées, et je l'engueulais, je disais mais maman, qu'est-ce que tu m'as amené ici, c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça? Et aujourd'hui, je fais des choses qui sont voilà, même en ski beaucoup plus extrêmes que ça. Et ma mère, elle me le rappelle souvent, elle me dit oh, tu te rappelles quand je t'avais amené là-bas et que tu m'engueulais? Et qu'est-ce qui a fait du coup que aujourd'hui, en effet, parce que de cette peur du vide, comment t'as réussi à l'affronter? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont la peur du vide, mais il y en a peu qui font ton métier à toi. Alors oui, en fait, c'est pas quelque chose que ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai commencé à marcher sur un fil au ras du sol entre deux arbres. T'avais quel âge? J'avais 17 ans, ça c'était en 2011. Et au début, je savais même pas qu'on pouvait le faire dans le vide. Donc, quand j'ai commencé à marcher sur une sangle, je me suis pas dit tiens, je vais faire des traversées dans le vide. C'était juste que j'ai essayé. C'est un copain qui m'a montré ça, et en fait, j'ai été captivé assez rapidement par le côté un peu méditatif. J'étais un garçon un peu dissipé. En tout cas, j'ai une attention qui est assez, je pense, assez puissante, parce que des fois, je suis capable d'écouter des choses qui se passent à côté, mais qui étaient assez, voilà, diffuses. Et le fait de marcher sur un fil m'aide toujours d'ailleurs à être concentré. Et c'est ça qui m'a plu. Et le vide est arrivé après, en fait, parce que quand j'ai maîtrisé les traversées au ras du sol, j'ai découvert qu'on pouvait en faire dans le vide. Et là, quand j'ai essayé la première fois dans le vide, je suis tombé, j'étais terrorisé, et je me suis dit mais non, c'est pas pour moi, je ferai pas ça, ça me plaît pas en fait, j'aime pas avoir peur, ça me plaît pas du tout d'avoir peur, et je laisse ça aux autres, je continue à en faire au ras du sol et ça sera comme ça. Et c'était à quelle hauteur cette fois?
Si. Alors la première fois dans le vide, c'était sur des falaises au-dessus de Grenoble. Il devait y avoir, on était sur une arête aussi avec 200-300 mètres de vide sur les côtés, la vue sur la vallée de Grenoble. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. C'est vraiment quelque chose de très aérien, même si la sangle était très très courte. Hein, c'était une dizaine de mètres. Ouais, je suis tombé. Vraiment, je dis mais c'est débile en fait de faire ça. C'est pas intéressant. C'est pas ça que je veux faire. Et puis en fait, après, j'en ai refait au ras du sol. J'étais très bon assez rapidement parce que j'y passais beaucoup de temps. Et au fur et à mesure, je me suis remis dans le vide. C'était un combat à chaque fois. Je tombais, je repartais, je tombais, je repartais. Et j'ai commencé à écouter de la musique. En fait, le fait d'avoir de la musique dans des écouteurs, ça permet de se mettre dans une bulle. On se sent un petit peu invincible. On est un peu coupé de tout ce qu'il y a autour qui peut être effrayant, comme le vide, le son aussi que ça dégage. Ouais, et ça m'a beaucoup aidé. Quand tu dis le son que ça dégage, quel son? En fait, quand on est dans le vide, quand on commence à marcher sur un fil, quand on est en hauteur, il y a, il y a une ambiance en fait qu'on capte visuellement, mais aussi par l'oreille, par le bruit, et on entend que tous les sons viennent de loin. Enfin, il y a quelque chose d'assez, c'est pas du tout habituel. Et le fait de se couper de ce sens-là avec de la musique qui remet un peu dans un cocon qu'on connaît, qui rassure, m'a vachement aidé au début. Mais une fois que j'ai réussi à faire ça avec la musique, j'ai très vite essayé de l'enlever aussi pour que ce soit pas quelque chose dont je suis dépendant. Ouais. Et donc là, donc quand t'as commencé à refaire ça dans le vide, t'avais quel âge? C'était assez rapide en fait. J'ai commencé à marcher sur une sangle à 17 ans et la première fois que j'en ai fait dans le vide, c'était à quelques mois après en fait, 3-4 mois après. J'ai D'accord. passé vraiment un été à faire que ça au ras du sol et je suis devenu assez bon. J'ai acheté du matériel rapidement pour pour aller plus loin. Et voilà, ça s'est fait. Disons que j'ai commencé la slackline en été. À l'automne, j'avais essayé la première fois dans le vide. Après, j'ai laissé passer l'hiver où je m'entraînais au ras du sol. Et puis finalement, au printemps, je me suis remis dans le vide et en faire de plus en plus. Et en parallèle, du coup, tu faisais quoi comme t'étais encore au lycée? Alors à ce moment-là, oui, j'étais au lycée. Je passais mon bac en bac technique en micromécanique, donc en mécanique de précision. Et après, je suis parti en DUT, donc un DUT génie mécanique. On étudie les systèmes, on fait beaucoup de maths, beaucoup de résistance des matériaux. Enfin, c'était ça c'était un peu les métiers qui sont. J'habite dans une vallée où il y a beaucoup d'industries et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et ce que j'apprenais me plaisait, mais le cadre de travail me plaisait un peu moins. Être sous les néons, c'était pas trop du tout. Et pourquoi t'avais du coup bifurqué sur ce type de bac à ce moment-là? Enfin, un petit peu avant, du coup. Ouais, alors parce que j'étais assez la filière générale, j'étais pas vraiment, je suis pas vraiment un matheux comme on dit. Enfin, je suis pas bon pour appliquer les formules. Après, j'avais un très bon ressenti sur les choses, sur comment un système mécanique est mis en place et je sais pas, à mon bac microtechnique, j'ai eu 20 au bac blanc, 21 sur 20, mais enfin j'ai eu plus que les notes maximales parce qu'en fait, comme les autres étaient très mauvais, j'ai remonté toutes les notes et à chaque fois et donc voilà, j'étais très bon dans ce domaine-là Ça te plaisait? et En dehors. oui, ça me plaisait. Je peux pas dire que ça me plaisait pas. J'avais des moments où j'étais assez passionné et je passais beaucoup de temps, mais il y avait aussi, disons que j'étais plus intéressé à regarder dehors que je préférais je passais pas beaucoup de temps à travailler dessus et quand j'étais en cours et quand j'étais bloqué là-dessus, voilà, je m'y mettais à fond. Mais disons que ça me passionnait pas non plus. Ouais. Et donc du coup, t'as fait donc ton DUT. Qu'est-ce qui s'est passé du coup après? Et donc j'ai fait mon DUT, j'ai terminé mon DUT, donc ça c'était en 2014. Et après j'ai eu l'opportunité de voyager. En fait, on m'a invité dans un festival de slackline en Iran. J'avais jamais voyagé de ma vie. Je suis dans la montagne avec des parents qui n'ont pas forcément des moyens énormes et puis qui n'ont pas forcément aussi l'envie de voyager. Et là, on me propose d'aller dans un pays qui est complètement exotique, on va dire, pour moi. Et donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour pouvoir répondre à ces invitations parce que j'avais déjà commencé à être un peu connu en fait dans ce milieu-là. Et donc, je pars en Iran. Et alors je pars en Iran pendant 2 semaines, 3 semaines, pas plus que ça, mais après pendant un an,
je passe tout mon temps à faire des traversées dans des endroits différents en France, à m'entraîner. Et je commence à faire des records de distance. Euh, et au bout de cette année-là, il y a quelqu'un qui me propose un travail dans un ami de mon père, en fait, dans le milieu de l'industrie, que j'accepte. Et je passe tout un été génial à dire bon bah voilà, en septembre c'est la fin, c'est la fin de la liberté. Et puis finalement 5 jours avant de commencer ce job, il y a un agent, quelqu'un qui est dans l'événementiel, qui me voit dans le Parisien. C'était un article dans le Parisien qui lit dans l'avion et qui m'appelle et qui me dit ah tiens, ce que tu fais c'est pas mal, moi je pourrais t'aider, on peut faire quelques événements. Et il me propose une petite somme par mois qui est dérisoire, mais qui pour moi me met du concret. Et là, du coup, ben, je fais le grand saut. Alors, c'était la décision la plus dure à prendre de ma vie, hein, de dire, bon, bah, désolé, au gars qui allait m'embaucher, dans 5 jours, je viendrai pas chez toi et je vais essayer de vivre de ma passion. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et quand tu as dit ça à tes parents, surtout qu'en plus c'était un ami de ton père, comment ils ont réagi? Et ben, d'un côté, j'ai mon père qui était un petit peu embêté, qui savait pas trop quoi dire. Et puis, de l'autre côté, j'ai ma mère qui était à fond à me dire, mais non, mais vas-y, t'imagines pas la chance que t'as, lance-toi, te pose même pas la question, t'es pas engagé, va faire ce que t'as à faire. Et heureusement qu'elle a été là, parce qu'aujourd'hui ça m'a ouvert des opportunités, des chemins qui j'aurais même pas imaginé possible en fait. Et quand t'as vécu cette année entre guillemets sabbatique, de quoi tu vivais? Parfois t'étais rémunéré pour les prestations que tu faisais? Alors la première année, pas forcément. J'avais travaillé un peu l'été, j'avais un petit peu d'argent. J'avais aussi mes parents derrière, hein, qui m'hébergeaient, qui étaient. Enfin voilà, j'étais quand même un jeune de 18 ans qui était. Non, pas 18 ans, un peu plus pour le coup, mais bon, voilà, j'étais dans un cadre où il y avait assez de sécurité. Au début, je bougeais en stop, alors je faisais du stop avec un sac à dos. Après, j'ai eu le permis, je me suis acheté un véhicule que j'aménageais. Et je vivais de pas grand chose, je dépensais pas grand chose non plus. Et c'est à partir de cette année où j'ai commencé à décider d'en vivre que là j'ai commencé à facturer certaines prestations qui étaient on me demandait d'aller en fait. Et donc pour ceux qui connaissent pas du coup ce métier, en gros, enfin, dans quel type de moment tu peux le monétiser? Comment ça se passe? Alors ça a beaucoup évolué entre il y a 5 ans, ça c'était en 2015, mes premiers pas en tant que professionnel, et aujourd'hui en 2022. Alors aujourd'hui, je vais parler d'aujourd'hui parce que c'est plus global. Aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est les interventions dans tout type d'événements. Ça peut être une traversée sur la place d'un village à Saint-Gervais, par exemple, entre l'église et en face de la vallée, pour pour euh, faire un événement qui montre le village et pour les touristes qui sont là. Ça peut être la traversée d'un stade de foot. Ça peut être l'inauguration. Là, on m'a appelé éventuellement pour inaugurer un énorme puits de forage en région parisienne qui va accueillir un métro, en fait, une station de métro qui est toute en travaux. C'est très très divers. Il y a aussi une partie qui est devenue très importante, c'est la partie spectacle. Au début, je faisais des spectacles que je chorégraphiais, on va dire, à ma manière, assez simplement, aussi avec les conseils de ma compagne. Et, maintenant je travaille avec Rachid Ouramdan, donc qui est le directeur du Théâtre National de Chaillot, qu'il est devenu pendant notre collaboration. Et je suis dans un spectacle qui s'appelle Corps Extrêmes, qui a une tournée qui est pour l'instant nationale et qui va être amenée à être internationale dans les théâtres. Donc là, c'est sur les scènes nationales de France et c'est un spectacle. Je fais aussi des traversées dans ce cadre-là de spectacle en extérieur que j'ai pu faire sur la Tour Eiffel, à Rio récemment au Brésil ou à Fortaleza. Euh, ça part un peu dans tous les sens en fait. Hein. Il y a, en fait, moi j'ai tendance à aller où on me demande de venir et comme je suis assez visible en ce moment, il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des choses. Et à côté de ça aussi, je fais des interventions dans des entreprises. Pareil, c'est venu malgré moi en fait. On m'a demandé une fois de le faire. Les gens aimaient bien ce que je racontais, ça a inspiré un petit peu les équipes et puis voilà simplement. Moi j'expliquais, enfin je raconte mon expérience, comment j'ai été amené à réussir ces exploits, on va dire hors normes. Et ça c'est une partie aussi de mon travail. Et puis à côté de ça, il y a une autre partie qui est aussi le sponsoring avec des entreprises qui me suivent depuis longtemps, avec qui j'ai une relation plutôt amicale que professionnelle. Voilà.
D'ailleurs, on va en profiter pour remercier Loïc Vendrome qui nous a mis en relation, qui travaille dans l'entreprise familiale Maison France Confort. Grâce à lui, j'avais pu interviewer également Cyril Després qui sponsorise. Et c'est vrai que c'est chouette parce en tout cas moi je les connais très bien eux, et ils ont une vraie relation avec avec les sportifs avec qui ils travaillent, et tu sens que c'est pas juste du sponsoring, c'est chouette la façon dont ils parlent de vous. Bah, c'est ça, en fait, c'est vraiment c'est de Loïc enfin, c'est lui que j'avais en tête quand je disais les relations sponsoring amicales. En fait, Loïc, donc, qui est maintenant le PDG d'un groupe qui s'appelle Exaome, donc, qui est une entreprise. Ouais, moi, j'ai utilisé le nom d'avant, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. C'est, la Maison France Confort, qui est devenue Exaome, mais il y a toujours la marque Maison France Confort. Et, la confiance qu'ils m'ont donné, c'est que moi, au début, quand ils m'ont rencontré, j'étais un petit gars j'ai fait une initiation pour leurs commerciaux, c'était sympa, puis on a passé un déjeuner ensemble, et puis ils ont bien aimé ma façon de voir les choses, et ils ont dit, allez, tiens, on va t'aider un petit peu. Et puis aujourd'hui, ils me suivent toujours, et disons que j'ai un peu grossi, mais quand on a commencé à travailler ensemble, il y avait pas grand monde qui aurait misé sur moi, on va dire. C'était plutôt, voilà, amical. C'est chouette ça. Et aujourd'hui, tu as fait plusieurs exploits sportifs, plusieurs records. Comment ça se passe? Tu te dis, tiens, j'ai envie de faire un record, ou c'est une opportunité qui te tombe dessus et que tu saisis? Alors, j'ai eu une phase par rapport à ça où les records aujourd'hui, c'est depuis on va dire 4 ans. C'est plus quelque chose que je cherche, en fait. Je suis plus dans la performance. Je cherche plutôt à faire quelque chose esthétique, que ce soit dans le geste lui-même ou alors même dans le lieu, chercher des beaux endroits. Mais par contre, à une époque, que j'étais vraiment, voilà, je voulais pousser les limites du sport. Mes limites, en fait, à la base, c'est plutôt mes limites, hein, c'est aller explorer, en fait, comment se comporte le corps et le cerveau dans des traversées très longues, très difficiles. Et donc ça, c'est ce qui m'a amené à faire plusieurs records du monde d'affilée, et aussi à me faire connaître. Et aujourd'hui, en fait, il y a des nouveaux records qui se dessinent, notamment une traversée sur le Mont Saint-Michel à la fin du mois de mai, entre le sommet du Mont Saint-Michel et une grue qui fera la taille du Mont Saint-Michel, qui sera positionnée sur Terre, donc une traversée de Génial. 2 km 300. Et ça, c'est un record du monde. Ça va être un nouveau record du monde. Ça fait longtemps que j'en ai pas tenté, on va dire. Et là, c'est un peu la quintessence de ce qui me plaît, parce que c'est un bel endroit. Voilà, le Mont Saint-Michel qui est beau, qui est mystique, enfin il y a quelque chose, ouais, d'assez fort là-bas. Et en plus, c'est un record de distance, donc c'est là pour le coup, c'est hyper motivant pour tout ça. 2 km 3, ça, tu mets combien de temps pour le faire? Alors je devrais mettre plus de 2 heures normalement à traverser. En marchant relativement vite, hein, on se rend pas compte, mais en fait, quand on marche sur un fil, on est obligé de mettre un pied devant l'autre, pas beaucoup plus. On peut pas allonger les pas plus que ça. Et donc, on avance un peu comme une petite fourmi, et le but, c'est de pas tomber, donc faut rester hyper concentré tout le long. Et ça demande vraiment, ouais, c'est presque, bon, c'est physiquement compliqué, hein, ça demande un très gros gainage au niveau des jambes et une précision, les bras en l'air pendant plus de 2 heures, à réajuster l'équilibre en permanence avec pas mal de tension. Parce que il y a un stress lié à tout ça, et puis c'est très très mental aussi, hein, c'est l'expérience en fait est hyper intense, parce que dans la tête il se passe plein de choses sur une traversée de 2 heures, même pour mes précédents records sur une traversée d'1 heure, je passais par des états de bonheur intense, on va dire, où tout va bien, à des moments où très rapidement où rien ne va plus, où j'ai qu'une seule envie, c'est tomber, et c'est là que le mental doit prendre le pas sur le physique pour aller au bout. Comment tu fais du coup pour te préparer à tout ça, au niveau mental? Alors en fait, j'ai pas de préparation spécifique mentale avant, si ce n'est que j'utilise quand même quelques techniques. En fait, par rapport à la préparation mentale, ce qui me fait du bien, ce qui me prépare dans la vie en général, c'est de marcher sur un fil. Donc en fait, disons que ma thérapie ou mon aide pour être bien dans la vie, c'est de faire de la highline. Et même si des fois je peux l'enseigner dans l'autre sens, à des gens avec qui j'apprends à aller dans le vide, par exemple. Et les techniques que je peux utiliser, il y en a une qui est la principale, c'est la visualisation. C'est le fait de se projeter dans le moment avant qu'il arrive, et de l'imaginer positif, en y ajoutant le plus de sensations, de sentiments possibles, et d'images
Par exemple, je vais imaginer que je m'élance depuis la grue qui va être sur Terre, que je marche au-dessus de la baie et que tout se passe bien, que les conditions météo sont super et que même s'il y a un coup de vent, j'arrive à marcher dessus et qu'il n'y a aucun souci. Et après, j'imagine le bonheur intense que j'aurai de voir ce bâtiment qui est tout petit au début et qui va grossir, sur lequel je vais arriver et je vais poser mes pieds. Euh, et ça, c'est des choses, voilà, même quand je le dis, là, je suis en train de le faire. Et pour que ça se réalise et que ça devienne vrai le jour où j'aurai à le faire, et je sais que ça va être très difficile, mais en même temps, je me serais tellement persuadé que je suis capable de le faire que ça devrait marcher. La visualisation, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a les 1 ou 2 ans. Et j'en parle beaucoup dans mon entourage parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est d'une puissance incroyable, mais qui s'applique à la vie de tous les jours, qui s'applique au fait de trouver un job, au fait de trouver une maison, au fait de mettre ses enfants dans une école, l'école que tu veux, enfin vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui me regardent dans mon entourage en me disant, mais Charlotte, on t'a perdu. Et je leur dis, mais vous savez, les plus grands sportifs utilisent. Et souvent, on me dit, ah bah oui, c'est vrai, mais bon, en gros, dans la vraie vie, c'est différent. Et moi, depuis que je l'utilise, enfin, tu vois, je te prenais l'exemple de l'école des enfants, de la maison et compagnie. Moi, j'ai eu la place dans l'école des enfants. Tout le monde m'avait dit, c'est impossible. On a acheté une maison, on m'avait dit, c'est impossible. Et justement, vraiment, ce fait de se dire que tellement, voilà, c'est vraiment, tu ressens toutes les émotions que tu vas avoir quand tu vas, ouais, bah, typiquement, l'école des enfants, je m'imaginais tous les jours les conduire dans cette école-là, quoi. Et jusqu'au jour où, bon, bah voilà, t'as le coup de fil de l'école qui te dit, bah c'est bon, t'as une place pour les 2 enfants, et là, t'es là, mais tu fais la danse de la joie, quoi. Ben, c'est ça qui est génial en fait avec ça. Moi pareil, je l'applique à tout. Il y a des gens qui l'appliquent un peu naturellement en fait, sans y penser. Hein, c'est des choses qui des fois des gens font. Il y en a qui appelaient ça la prière à une époque. Enfin, ouais, il y a plusieurs façons de le nommer. Et c'est vrai que ça marche avec tout. Et moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que ça s'accompagne quand même derrière d'un gros travail, parce que ça suffit pas. Les gens, moi des fois, je dis aux gens, mais faut pas imaginer un truc complètement improbable si tu fais rien pour que ça arrive. Ça s'accompagne aussi de Faut que ça s'accompagne d'action, c'est sûr. Parce voilà, que d'action, voilà, c'est ça. si t'attends juste que le coup de téléphone de la directrice, ça tombe, non, c'est en effet. Mais en fait, ce qui est aussi, c'est en fait, quand tu le jumelles à la loi de l'attraction, c'est que finalement, tu vas attirer à toi, en fait, des choses, et puis tu vas aussi te mettre dans un état qui fait que tu sais que ça va le faire, mais donc du coup, tu vas agir pour que ça le fasse aussi. En effet, si tu restes dans ton canapé en disant, non, mais c'est bon, je l'ai visualisé, ça va le faire, ça va pas. Non. C'est une genre de, ouais, c'est un peu le moyen d'avoir confiance dans quelque chose qui est complètement incertain euh, et de se motiver de se mettre dans un état où on n'a aucune, en fait, où on a la certitude profonde que ça va marcher, mais où on n'a rien de concret qui nous le montre. Et c'est ça qui est chouette. Et dans ton métier, du coup, donc tu as évidemment toute cette partie entraînement mental, physique, mais il y a quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, c'est quelque chose dont on avait parlé avec Mathieu Torder, que tu connais peut-être, qui est le plus jeune explorateur français, et enfin aventurier français. Et il me disait que lui, ce qui lui prenait beaucoup, beaucoup de temps, c'était aussi tout ce qui était préparatif, administratif, les demandes. Toi, c'est quelque chose que tu fais du coup toi tout seul, ou t'as de l'aide pour tout ça? Alors oui, moi c'est quelque chose que je fais et qui me prend énormément de temps. Voilà, c'est quelque chose que je suis en plein dedans hein, pour plein de projets. C'est quelque chose que je faisais tout seul complètement à une époque. Aujourd'hui j'ai des gens qui m'aident sur certains points, mais l'essence même des choses, je continue à la faire seul, tout simplement parce que quand je prépare un projet et que je vais tendre un fil entre deux endroits, euh, je vais mettre ma vie sur ce fil en fait, et pour être sûr que tout se passe bien, j'ai besoin d'être là dans la préparation. Euh, Même si à un moment je vais donner ma confiance à quelqu'un, que ce soit dans la préparation ou dans l'action pour attacher un mousqueton, tout ça, il faut quand même que je sois présent. Et donc ça me demande beaucoup d'énergie. Et c'est des domaines qui sont très très variés. Euh, Par exemple, rien que dans la journée d'hier, euh, j'ai traité avec des gens des Monuments de France pour aller s'attacher sur un bâtiment qui fait partie du patrimoine et qui est protégé. J'ai traité avec l'aviation civile pour une traversée qui va se faire dans le ciel, et du coup on est dans le domaine aérien des hélicoptères. Il y a une très grosse crainte par rapport à ça parce qu'un fil en l'air pour un hélicoptère, c'est un accident, et ils en ont eu plein. Je fais de la communication. Tout à l'heure, je vais avoir une interview avec un journaliste du Parisien.
en fait, disons qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon métier, de ma passion, parce que je fais plein de choses différentes. Un jour, en fait, j'ai fait une petite conférence d'1 heure là, dans le milieu de la slackline, dans mon milieu, pour expliquer comment je fais pour vivre de cette passion. Et en fait, j'avais pris plein de casquettes sur lesquelles j'avais marqué relations presse, communication, technique, parce que voilà, je passe beaucoup de temps aussi à faire des dossiers techniques complets, hein, et donc j'avais fait et donc je mettais toutes les casquettes pour dire bah voilà, dans mon métier, qu'est-ce que c'est toutes ces casquettes successives qui s'empilent les unes sur les autres et qui vont faire qu'à la fin j'ai la compétence de faire quelque chose qui fait peur aux gens en plus, parce que c'est pas, quand on arrive avec un projet de traverse aérienne, souvent il faut commencer par rassurer les gens, leur expliquer que tout est bien fait. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'ai un CV avec une traversée sur la Tour Eiffel, avec une traversée sur le Palais des Papes à Avignon, enfin ça aide beaucoup. Mais pour créer tout ça, c'est toujours en fait, et il faut toujours regagner la confiance des gens, c'est des heures de travail. Ouais, c'est jamais gagné quoi. C'est ça. Et quelque chose qui est hyper important aussi, je fais pas tout seul, hein, bien sûr. Dans la préparation, il y a des choses que je fais seul, que je fais accompagner, avec certaines personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui sont très bonnes pour ça. Je me suis entouré au fur et à mesure de gens qui sont géniaux, hein, dans plusieurs domaines, que ce soit des gens qui font de la vidéo, des gens qui préparent les projets sur le plan technique. Et le jour J, par contre, quand il faut agir, quand il faut installer, il peut y avoir une équipe qui est pour la Tour Eiffel, je me suis rendu compte récemment que c'était plus de 50 personnes, par exemple, qui vont travailler le jour J pour que ça se fasse, entre l'équipe d'installation, les gens qui nous permettent l'accès au bâtiment, les gendarmes qui sont là la nuit pour couper la route. Enfin, ça fait vraiment des équipes impressionnantes pour qu'à la fin, je traverse cette ligne. Mais c'est vraiment un travail. Je suis incapable de faire ça seul, en fait. C'est vraiment un travail qu'il faut faire à plusieurs, et c'est ça qui est beau, en fait, à la fin. C'est que quand je m'élance sur la ligne, je me retourne toujours avant et je vois l'équipe avec qui j'ai préparé. On a toujours une larme tous ensemble, parce que, en fait, c'est quelque chose où on a passé tellement de temps et d'énergie à préparer ça, et à la fin, moi, j'ai plus qu'à aller traverser, et là, je rentre dans ma partie qui me plaît vraiment. Et eux, ils me passent en fait le bébé, entre guillemets. Voilà, maintenant on a tout fait pour que tu sois là. Vas-y, on se retrouve en face, et c'est ça qui est super beau en fait dans ces projets-là. Là, quand tu parles de la traversée de la Tour Eiffel, c'était pour le Téléthon? Alors en fait, la Tour Eiffel, j'ai fait 3 traversées dessus. J'ai fait une première traversée pour le Téléthon qui était un peu sortie de nulle part, enfin, j'avais même pas osé rêver cette traversée. Et puis je me suis retrouvé dessus. Là, c'était pour le Téléthon. C'était en 2017, en décembre 2017. Alors j'ai fait cette traversée 4 jours ou 5 jours après la mort de Johnny Hallyday. Donc sur la Tour Eiffel, il y avait marqué merci Johnny. Et puis on va dire que médiatiquement, ça a été un peu éclipsé, mais c'était pas grave parce que ça a rien empêché. Et cette traversée-là, c'était pour le Téléthon. C'était une traversée entre la Tour Eiffel et la place du Trocadéro. On avait mis une grue sur la place du Trocadéro. Et après, j'ai fait une traversée entre les piliers et la Tour Eiffel pour les 130 ans de la Tour. Donc là, vraiment dans la Tour Eiffel, une petite traversée entre les piliers. Et je l'ai refait récemment, en 2021, pour les Journées du Patrimoine. Et là, c'était un événement organisé par Rachid Ouramdan, donc le nouveau directeur de Chaillot, qui voulait un peu faire sortir en fait du théâtre les choses qui peuvent se passer à l'intérieur. Et donc ma pratique, elle est un peu entre l'art, le sport, la danse. Enfin, et c'était assez beau pour moi, parce que la première fois, je l'avais fait en tant que performance sportive. C'était un record du monde urbain avec un défi assez fort qui était en direct à la télévision, beaucoup de stress. Et la deuxième fois, je l'ai faite en tant que performance artistique, avec du son, ma voix qui était diffusée en bas, et des gens qui pouvaient entendre ce que j'avais dans la tête, et quelques mouvements où je venais me suspendre, m'allonger. Et donc là, j'ai pu beaucoup plus profiter du moment, parce que j'étais vraiment dans un moment où je faisais ça pour partager ça avec les autres. Et en plus, il y avait énormément de monde, il y avait la foule en dessous, et c'était un très bon moment. J'ai même pu faire 2 fois, en fait. J'ai fait une traversée le samedi, une traversée le dimanche. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir revivre un moment, le moment le plus fort de ma carrière, on va dire, ou de ma vie sur un fil. J'ai eu la chance de pouvoir le revivre, et ça, c'était super, en fait. Et quand tu dis qu'il y avait ta voix, c'était un enregistrement ou c'était ta voix en direct? Alors c'était un enregistrement. J'ai l'habitude de faire certaines traversées où j'ai un micro et je parle avec les gens qui me posent des questions.
pour leur expliquer pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'intéresse, et que je suis quelqu'un de normal en fait, que je suis pas un extraterrestre. Et là en fait le travail donc de Rachid Ourandan, lui ce qu'il avait envie de faire, c'est toujours son travail d'ailleurs, hein, sur toutes les pièces qu'il a pu faire, c'est d'un peu d'aller creuser sur l'essence même de ce qui amène une personne à faire quelque chose. Et donc en fait j'ai parlé pendant plus de 2 heures, même 3 heures avec lui dans un studio avec un micro. Et il a monté ça avec de la musique. Et l'idée, c'est ce gars qui est sur un fil tout petit, au loin, en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. On va l'entendre et on va avoir une proximité très intime avec lui dans son témoignage. Et donc ça, c'est que ce soit pour le spectacle Corps extrême qu'on fait dans les théâtres, où il y a aussi 9 autres interprètes sur d'autres domaines, ou que ce soit les traversées en extérieur comme la Tour Eiffel à Rio, où c'est du coup traduit en portugais. Et ben c'est ça, c'est l'idée que les gens puissent comprendre en fait qu'est-ce qui m'amène là-haut profondément. Et du coup, en une phrase, qu'est-ce qui t'amène là-haut profondément? Alors, s'il fallait tout réduire à une phrase, souvent c'est la dernière phrase de de ça, c'est que je dis que au fond je fais ça pour la liberté, et je dis aussi que pour savoir ce qu'on ressent là-haut, il y a qu'une seule manière de le faire, c'est d'aller là-haut. Et donc quelque part, je dis aussi que c'est un peu impossible à expliquer, mais si c'est voilà, si on concentre tout, c'est la recherche de liberté, je pense. Depuis 2 ans, là maintenant, enfin 1 an et demi, t'es papa. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta pratique? Alors le fait d'avoir un bébé, ça a changé. Euh, Concrètement, ça n'a rien changé parce que j'ai toujours euh, mis un point énorme sur la sécurité. Je suis quelqu'un qui peut être assez des fois sur les événements assez drastique, enfin voilà, assez chiant hein, pour le dire crûment sur la sécu. Euh, il m'arrive des fois de faire un pas de côté sur la sécu en disant voilà, si on va aller plus vite, on peut accepter de faire ça. Mais par contre, c'est quelque chose qui est primordial pour moi et je fais des choses qui sont impressionnantes mais qui sont complètement maîtrisées et je prends aucun risque en fait. Si tout a bien été fait avant, il y a aucun risque et je passe beaucoup de soin à que ça soit bien fait. Donc ça n'a pas changer ma façon de travailler. La seule chose que ça a pu changer, c'est mon engagement des fois en montagne, parce qu'à côté de ça, je passe beaucoup de temps aussi en montagne à faire de l'alpinisme, du ski, du parapente. Euh, et là-dessus, ça me donne une réflexion plus profonde en fait sur qu'est-ce que je viens faire là-haut et je suis conscient maintenant que je suis plus le seul en fait à être là-haut finalement. Même si avant c'était déjà le cas avec les gens qui m'aimaient en général hein, et que j'aimais, avec ma compagne, avec mes parents. Là, le fait d'avoir un fils, ça met un poids sur les épaules, une responsabilité qui fait que si demain je suis plus là, eh ben ça va jouer sur toute sa vie complètement. Et donc disons que ça accentue ces choses-là dans la préparation, dans la maîtrise des choses, mais ça les efface pas non plus. Voilà, je vais pas changer de métier pour mon fils parce que je pense que aussi pour son bien-être. Et je pense que quand on a un papa qui est heureux, une famille qui est heureuse, eh ben, on se développe mieux que quand on vit avec des gens qui sont un peu frustrés, on va dire, voilà. Donc, ça n'a rien changé concrètement. Et il y a déjà eu des moments où au début, tu avais la peur du vide, mais après, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur en pratiquant, en faisant ce métier? Alors, il y a toujours des moments où je peux avoir peur, que ce soit pendant la préparation, quand je me dis, mais là, on va jamais y arriver, ça va pas le faire. Et donc là, c'est plutôt, on va dire, un stress qui peut être quotidien. Après, on va mettre des solutions derrière. Et puis, il y a des moments où j'ai peur concrètement sur le fil. Et ça, c'est arrivé la semaine dernière sur les éoliennes. J'avais pas eu peur depuis très longtemps parce que je faisais des traversées où j'étais dans ma zone de confort, où je maîtrisais tout. Et là, je me suis retrouvé après un gros projet technique, voilà, réussir à mettre une ligne sur une éolienne, c'est très compliqué pour plein de choses. Et là, il fallait que j'aille et que je traverse. Il y a une des éoliennes qui était plus haute que l'autre, et donc il y avait de la pente, ça me poussait vers le vide. Je glissais, j'étais fatigué, et c'est hyper impressionnant en fait de se lever depuis un mât qui monte vers le ciel comme ça. Niveau vertige, il y a beaucoup de, enfin, c'est une des pires choses que j'ai pu faire. Et donc là, j'étais pas à l'aise et pendant, on va dire, pendant 1 minute, même peut-être aller 5 minutes, le temps que je me lève, j'étais assez
j'étais terrorisé. Et j'ai fait une dizaine de pas, un peu plus, 30 mètres, et puis après c'est bon, je me suis remis dans ce que je connais, dans ce que je sais faire. Il y a des choses aussi par rapport à la résonance de la sangle qui sont un peu complexes. Au début, j'étais vraiment pas à l'aise, c'est vraiment dur. Et ça m'a fait aussi du bien en fait, de me dire bah tiens voilà, tout n'est pas acquis, et, et ça m'a remis un petit peu aussi. Voilà, le projet du Mont Saint-Michel qui arrive bientôt va être très difficile aussi, et ça m'a permis aussi enfin, je me dis voilà, ça fait du bien de ressortir un peu de ma zone de confort, et puis de finalement de réussir à remaîtriser les choses. Mais voilà, donc là-dessus, voilà, très récemment, j'ai eu super peur, et puis finalement le lendemain, je suis retourné sur cette ligne, et les doigts dans le nez, tout allait bien, voilà. Ouais, c'était un petit moment particulier. C'était un moment particulier. Après, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, des fois, c'est le fait d'avoir tellement de projets dans tous les sens, et de se dire, il faut quand même que je me fasse plaisir dans mon métier. C'est ça l'essence même de ce qui m'a amené là. Et si je me mets à trop travailler, en fait, même si on fait quelque chose qui est passionnant, si on en fait trop, ça peut devenir des fois quelque chose qui peut me dégoûter. Et donc là aujourd'hui, je dirais que j'ai peur de retourner là-dedans. Et c'est pour ça que des fois je prends la distance avec certains projets, et voilà, je veux quand même garder l'essence même qui m'a amené sur ce fil, qui est le fait de se faire plaisir, d'aller explorer des beaux endroits, d'aller rencontrer des gens, et pas d'enchaîner ça de manière mécanique, sans y prendre aucun plaisir. Ouais, ce serait dommage. C'est très dommage, voilà. C'est ça. C'est un métier que tu peux faire jusqu'à quel âge? Je sais pas si la question se pose, mais... Alors, la question, physiquement, c'est très dur d'apprendre, mais par contre, une fois qu'on sait le faire, ça se passe bien. C'est un peu comme apprendre à marcher. Si on devait apprendre à marcher à une personne de 60 ans, le fait de tomber tout le temps, ça la casserait, et c'est ce qui arrive d'ailleurs après un accident, hein. Voilà, quand on doit réapprendre à retrouver le sens de l'équilibre, et en fait, c'est pareil quand on apprend à marcher sur un fil. Quand on le fait jeune et qu'on est solide pour tomber, remonter, et à la fin, on maîtrise la chose, on tombe plus, on remonte moins, on sait tomber, on se fait plus mal. Et donc là, concrètement, je pense que voilà, j'ai vu des gens en faire jusqu'à 60 ans, hein, des gens qui savent en faire aujourd'hui. Donc techniquement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Après, à la vitesse à laquelle ça évolue, il y a 1 an et demi, 2 ans, je n'imaginais même pas me retrouver dans une tournée dans les théâtres, avec des gens qui sont, on va dire, au sommet entre guillemets dans cette discipline-là. Donc ça va tellement vite que je sais pas comment évoluera mon métier, mais j'ai aucun doute sur le fait que je j'ai pas de stress par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans le monde ou en France à faire ce métier, enfin, en vivre? Alors c'est assez difficile à en vivre à ma manière. Je dirais que je suis le seul. Euh, mais comme on a tous une manière différente, il y a des gens qui vont faire que du spectacle, des gens qui vont faire des spectacles sur des bateaux de croisière par exemple, il y a des gens qui vont faire des spectacles dans les théâtres, qui vont tourner uniquement avec ça, il y a des gens qui vont faire que des projets en extérieur, des grosses expéditions, qui vont partir faire une ligne au-dessus d'un volcan. J'ai des copains allemands qui ont fait ça récemment, et qui après on va en parler pendant des conférences. Enfin, il y a plusieurs façons d'en vivre, et je dirais qu'aujourd'hui, de cette discipline dans le monde, on est à peut-être une vingtaine à en vivre. C'est très difficile parce que il y en a qui vont en vivre un petit peu, puis après qui vont avoir un autre métier à côté, dans la santé par exemple. Quelqu'un qui est kiné par exemple, il va faire 6 mois, il fait ça, puis et c'est pas quelque chose d'établi et de cadré en fait. D'accord. Et alors pour ceux qui se demandent, parce que moi je me suis posé la question, comment tu fais pour accrocher? Alors tu disais parfois tu as la grue qui te permet d'accrocher, mais quand tu es en montagne, tu utilises du coup un drone pour pouvoir relier le fil à deux mousquetons. Enfin, j'imagine que c'est un peu plus que des mousquetons. Oui, en fait, à chaque projet, c'est une nouvelle façon de faire. C'est très compliqué quand on est en ville parce que on a des contraintes spécifiques. Mais le plan, on va dire, le plan de base, c'est on a une équipe qui va d'un côté, une équipe qui va de l'autre côté. On envoie un drone qui tire un fil de pêche pour relier ces deux endroits. Par exemple, à Rio, récemment, là, j'étais devant le pain de sucre, donc une équipe qui va sur un Moro, là, les genres de pain de sucre, une équipe qui va sur l'autre. On envoie le drone qui tire un fil de pêche. Donc là, ça connecte les deux endroits. Le fil de pêche vient tirer une cordelette un peu plus grande,
un peu plus épaisse, on va dire. Donc là, on a une cordelette à la place du fil de pêche. La cordelette vient tirer la sangle, ou des fois on fait plus d'étapes, mais en fait, c'est à chaque fois, c'est des va-et-vient de fils de plus en plus épais. Et puis des fois, on peut pas faire ça, comme à la Défense, par exemple, où on n'a pas le droit de faire voler un drone au-dessus du monde, au-dessus des gens, parce que c'est un site très protégé, où là, on fait des connexions entre différents toits de bâtiments, et au lieu de faire quelque chose qui nous prendrait 10 minutes avec un drone, on va y passer 5 heures. Voilà. Ça dépend des contraintes. Sans transition, ma question, comment tu écoutes ton intuition? Alors, la partie intuition, elle est... c'est un peu dur à répondre comme ça, mais c'est quelque chose qui fait partie de... Il y a des fois où je suis dans un mode où je vais faire attention à ce que je ressens, en fait, sur le moment. Puis il y a des fois, je vais dans un mode où je vais calculer plus les choses. Et ça dépend des moments, en fait. Mais c'est quelque chose sur lequel peut-être dans une rencontre avec quelqu'un, c'est peut-être là que je vais plus dans l'intuition, parce qu'en fait, je pense qu'il y a l'intuition, c'est finalement beaucoup de choses qui passent par l'inconscient et qui viennent ressortir enfin, quelque chose qui va dire, ah tiens, fais gaffe peut-être là, ou ah tiens, celui-là, il a l'air super, et je crois que tu pourrais lui confier ta vie maintenant. Enfin, c'est plutôt, je pense que mon intuition, je m'en sers dans les relations avec les gens, et aussi dans les relations avec la nature, en fait. Parce que quand on est en montagne, qu'on est lié, quand on est dans les éléments qui sont la neige, les avalanches, le vent en parapente, l'intuition, elle est hyper importante, parce que il y a des moments où on a une prise de décision qui est très rapide à faire. Je décolle pas en parapente, je vais skier cette pente, je vais pas skier cette pente en ski, je monte à gauche, à droite. Et là, c'est quelque chose, en fait, qui vient, c'est une expérience qui vient s'accumuler, on va dire, dans l'inconscient, et qui fait que là, on va prendre une décision très rapide. Et c'est pareil quand je suis sur un fil aussi, il y a des fois où il y a quelque chose qui est intuitif et qui est un peu au-delà de la réflexion, quoi. Ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Je me suis dit pourquoi pas moi au moment où peut-être où j'ai fait le saut là de sortir de la voie classique, en fait, d'essayer de vivre de ma passion sur un métier qui n'existait pas et qui était à créer. Voilà, c'est peut-être là que je me suis dit pourquoi moi je pourrais pas vivre de ça. C'est quelque chose qui s'est fait aussi un peu doucement dans un cheminement, mais disons que c'est là, c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, tout à l'heure on évoquait les fragilités qui amènent des fois tout le monde, en fait, à faire des choses. Moi, j'ai eu un peu une période assez dépressive à la fin de mes études, enfin à la fin de mon DUT. J'aurais pu partir sur une école d'ingénieur après, mais voilà, du coup je l'ai pas fait. Je suis parti sur une autre voie. Mais à la fin de mon DUT, j'ai eu un moment pendant 2 mois où j'étais en dépression totale, quoi, où je laissais filer les choses, où j'étais incapable de me concentrer sur un ordinateur pendant je pouvais rien faire, en fait. Et ça, en fait, ça m'a fait comprendre que si j'avais pas une vie qui était en accord avec mes principes, et que je faisais pas quelque chose qui me plaisait, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, en fait. Et donc c'est peut-être là aussi où j'ai pris conscience de l'importance de faire quelque chose qui ait du sens, en tout cas pour moi, et quelque chose dans un domaine qui me plaît, et où je prends du plaisir, parce que sinon, en fait, j'aurais été capable de rien, en fait. Et ce qui est chouette, en fait, c'est que, alors le sens, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, hein, parce que, tu vois, quand j'ai fait mon burn-out, c'est que j'avais une vie qui n'avait aucun sens pour moi. Et aujourd'hui, ma mission et la mission de mon entreprise, c'est d'aider les gens à retrouver du sens dans leur vie. Donc ça me parle complètement. Et ce que je trouve chouette dans ton histoire, et c'est souvent le cas de personnes que j'interviewe, c'est que voilà, t'as commencé à vivre de ta passion en faisant des records, te faire connaître, en gros t'asseoir finalement dans ce métier. Et maintenant, tu fais des projets qui ont du sens pour toi, qui ont encore plus de sens, parce que comme tu disais, t'as fait la traversée des éoliennes, donc avec un engagement pour l'écologie. Et puis, enfin, à chaque fois maintenant, tu ajoutes une touche en plus qui rajoute encore plus de sens à ce que tu fais. Ça, c'est vrai que c'est devenu important au fur et à mesure, en fait. C'est de dire, voilà, pourquoi je fais ça finalement. Et quand je fais ça, je capte une attention, que ce soit médiatique, que
que ce soit même, voilà. Moi, j'ai quand même une discipline dont ça captive mon attention à moi quand je marche sur un fil, mais ça capte l'attention globale parce que c'est quelque chose qui intéresse les gens, qui les interpelle. Euh, et cette attention, eh ben, on peut la capter en essayant de faire peur aux gens, en faisant comme si on allait tomber et comme s'il y avait la mort qui était derrière. Et ça, moi, c'est quelque chose que je veux pas faire. Parce que je montre que je suis toujours attaché et je veux pas effrayer les gens. Moi, je préfère émerveiller ceux, ceux à qui je montre cette chose-là. Et après, l'émerveillement, on peut s'en servir pour aller faire une traversée pour le Téléthon, pour récupérer de l'argent pour lutter contre des maladies, pour aller mettre un coup de projecteur sur un glacier qui est en train de fondre, et pour dire, voilà, là, le glacier de la mer de glace, normalement je vais bientôt traverser, elle est en train de disparaître. C'est pas dramatique, hein, parce que c'est un changement, mais voilà, il faut en être conscient. Et peut-être que ce sens-là va évoluer, je pense peut-être de plus en plus vers l'écologie. Après, aujourd'hui, on est dans une période un peu dramatique où il y a il y a une guerre qui s'est déclenchée à côté de chez nous, là. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est encore plus fort, peut-être. Euh, et moi, j'ai la chance de collaborer avec des gens du monde entier sur, sur, sur les traversées. J'ai fait des traversées à Moscou, entre les tours de Moscou. Sur ces traversées-là, il y avait des funambules qui sont des gens de Moscou, et il y avait aussi des Ukrainiens, et tout le monde était ensemble, et c'était génial, quoi. C'est le propre de ma discipline, en fait, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Il y en a un peu partout des gens qui font de la slackline, et ça fait hyper peur, en fait, de voir comment on peut être dans la fracture sur certaines choses pour des choses qui sont hyper anciennes et qui nous intéressent plus aujourd'hui. Et voilà, donc peut-être que ça me fera évoluer vers ça. Il y a un copain qui voudrait qu'on fasse des traversées sur les frontières pour montrer des fois l'absurdité des frontières, en fait. Et voilà, je sais pas dans quel sens ça partira, mais c'est vrai que le fait de faire quelque chose qui me plaît me pousse des fois à essayer de trouver un autre sens que simplement mon propre plaisir, même si je suis honnête avec le fait que quand je fais une traversée pour le Téléthon sur la Tour Eiffel, il y a une motivation qui est interne, qui est pas importante, c'est le rêve d'aller marcher sur la Tour Eiffel. Ça, c'est pas, voilà, ça sera toujours là. Et tu parlais bien l'anglais? Alors, j'étais pas, non. Pour le coup, voilà, quand on est en DUT quand on est en bac technologique, on n'est pas hyper bon en anglais. Moi, j'ai jamais passé des heures à réviser, et ça marchait bien pour tout ce qui est mécanique technique, mais pour ce qui est anglais, et j'ai jamais travaillé bien. Et donc le fait de voyager, de rencontrer du monde, m'a permis de parler anglais. Et aujourd'hui, j'oscille entre des phases où je parle plus du tout anglais parce que je suis un peu coincé des fois en France, et puis ça me va bien aussi. Et puis des phases où il faut que je me remette à parler en anglais. Et là aujourd'hui, mon prochain défi, ce serait de faire des conférences complètement en anglais. Ça, je l'ai pas encore fait. Je pense que c'est mon prochaine zone de confort à aller élargir dans ce domaine. Super. Comment tu célèbres tes réussites? Alors j'ai un problème, c'est que je célèbre pas trop mes réussites, en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal avec la célébration. En fait, pour moi, finir un projet, des fois, j'éprouve presque plus de tristesse que de bonheur. C'est hyper. Des fois, les copains ils comprennent pas. Quand je suis au bout d'une traversée, bon, je vais être heureux, mais en même temps, en fait, pour moi, la célébration a été pendant le chemin, en fait, pendant la traversée, pendant la préparation. Et quand ça se termine, voilà, on passe un bon moment, mais moi, je suis déjà en train de me projeter dans le prochain défi, ou la prochaine chose qui me fera vibrer, et c'est vrai que je vais pas faire une énorme fête après avoir réussi un projet. Euh, et des fois, je peux être un peu critiqué pour ça. Moi, ça a été quelque chose qui a été une espèce d'électrochoc. J'ai lu le livre de Thomas Samut, que tu connais peut-être, qui est un préparateur mental français qui a entraîné notamment tous les plus grands nageurs français et même d'autres types de grands sportifs. Et Thomas a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles, parce que c'était un cancre à l'école, il a pas eu son bac, et les étoiles parce qu'aujourd'hui il a entraîné il a gagné plus de 150 médailles via les sportifs qu'il entraîne. Et Thomas, il disait un truc dans son livre,
enfin moi ça a été vraiment un électrochoc à cette époque. J'étais en plein burn-out et il disait que le bonheur est dans le chemin et non pas dans l'atteinte de l'objectif. Et finalement, quand tu me disais que voilà, toi, ton bonheur, il était dans le chemin, mais ça se matérialise encore plus avec cette notion de fil où tu te dis, en effet, ton bonheur, c'est chaque petit pas. Et je trouve ça chouette. C'est ça, voilà, c'est plutôt le moment que je vais vivre, que ce soit sur le fil quand je vais traverser, qui va être un moment assez personnel, plutôt solitaire, même si des fois je le partage quand je vais le montrer pour un spectacle, mais aussi tous les moments de vie en fait avec les collègues qui sont des amis en fait, où on va œuvrer ensemble pour que ça se fasse et même depuis le premier coup de fil à la préfecture pour aller demander quelque chose, jusqu'à le moment où on est tous ensemble en train de se dire bon bah toi tu fais ça, on se retrouve là, tac tac, et puis et c'est tous ces moments-là en fait qui m'intéressent. Et c'est vrai que bon, la réussite c'est quand même quelque chose, voilà, quand on met le dernier pas d'un projet comme ça, c'est quand même quelque chose qui est très émouvant, qui est des fois un peu irréel, mais finalement c'est aussi à chaque fois, je sais pas, sur beaucoup de traversées, quand j'ai peur que ça soit la fin en fait de tout. Et c'est quelque chose qui revient toujours dans ma tête en fait. Quand j'ai fini la traversée à la Tour Eiffel la première fois en 2017, que j'arrivais sur le Trocadéro, et ben pour les 20 derniers mètres, je me disais c'est pas la fin de tout, c'est pas la fin de tout. Enfin, je sais pas pourquoi, ça sortait tout seul. Et bon voilà, j'étais hyper heureux, je suis resté concentré jusqu'au bout, j'ai fini la traversée. Euh, j'ai fêté la chose, et puis je devais aussi par rapport aux autres montrer que voilà, j'étais heureux d'être là, mais finalement c'était aussi ben zut, je suis plus dans le ciel, va falloir que je retrouve autre chose pour y retourner. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, souvent, on dit les gens, ils se disent, ils pensent toujours au truc d'après. Mais toi, en l'occurrence, c'est parce que le truc d'après, t'as besoin qu'on te le, enfin, potentiellement, tu peux pas te dire tout seul, tiens, demain, je vais traverser la Tour Eiffel. T'as besoin d'un cadre, t'as besoin d'un contexte, t'as besoin aussi, j'imagine, évidemment, de financement. Et du Oui. coup, ouais, c'est le côté, en fait, peut-être que demain, ça va s'arrêter, quoi. C'est ça. Oui, c'est cette peur-là, puis de dire voilà, euh, qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe après. Mais en fait, au final, ben, automatiquement, ça se remet en route. Et moi aujourd'hui, les projets que je fais, des fois c'est des choix personnels d'aller sur un tel endroit. Souvent, c'est quelque chose qui va être une envie qui va se réaliser par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Je reste très très ouvert en fait sur plein de choses. Je suis pas buté en fait. Si quelque chose, enfin, si j'ai envie de faire quelque chose et que j'arrive pas, je vais pas rester à passer toute mon énergie dans quelque chose. Voilà, je vais pas faire des dossiers, des mails et appeler, remuer tout un monde pour lequel je sais que ça marchera pas. Des fois, le fait d'attendre, voilà, de visualiser, d'avoir confiance, bah, finalement, l'opportunité elle va arriver par un biais que je n'imaginais même pas et que j'aurais même pas été capable d'imaginer. Et puis c'est comme ça que les choses se font. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que le fait de jamais m'être projeté dans la suite, de jamais avoir décidé ce que je voulais faire, parce que finalement aussi, des fois les gens ne comprennent pas, mais le fait de pas accepter de se projeter en fait à long terme, hein, de se dire bah je sais pas ce que je ferai, mais je sais que je me ferai plaisir, ça ouvre en fait énormément de possibilités en fait. Ça recrée un peu, en fait on se crée un peu un univers et quand on rentre dans un chemin de pensée qui fait que on sait que tout peut être possible, en tout cas, bah ça fait que des choses arrivent qui n'étaient pas imaginables. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est quand on est à sa place, c'est le fameux alignement des planètes et on se crée sa chance. C'est ça. C'est quoi pour toi la réussite? Alors pour moi, la réussite, je pense, c'est d'essayer d'être bien dans tous les moments de sa vie. Euh, c'est pas d'avoir coché tel ou tel record, parce que et ça, c'est un travail que j'essaie de faire au quotidien. Euh, le but, c'est pas d'avoir aligné 10 records du monde, d'avoir une carte postale avec je sais pas combien de traversées, d'avoir fait je sais pas combien de plateaux télé. Pour moi, la réussite, c'est d'être bien maintenant, euh, et, et ça tout le temps. Voilà, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit en montagne, et ça c'est un travail au quotidien et qui est primordial pour moi. Voilà, pour moi la réussite, c'est ça.
Qu'est-ce que tu penses que le petit Nathan de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? J'espère que en fait, quand je vois des petits Nathan aujourd'hui, parce que j'en croise tous les jours, j'essaye de leur dire, regardez, il y a d'autres choses possibles. Euh, et je pense que s'il avait vu ce que je fais aujourd'hui, peut-être il, il aurait cheminé un peu plus vite. Euh, euh, et voilà, après, je sais pas. Enfin, quelque part aussi, je suis hyper heureux de la façon dont les choses se sont faites. Mais par contre, voilà, quand je vois plein de petits Nathan, j'essaye de leur donner des petits conseils sur, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, et n'hésitez pas, osez, surtout osez. Voilà, c'est ça que moi j'osais pas. Hein. J'osais pas forcément aller acheter une baguette de pain chez le boulanger, quoi, simplement. Et ça, c'est des choses toutes simples, même qui changent la vie complètement. Ah, tu m'étonnes. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Alors les renoncements par rapport au choix, c'est vrai que ça c'est un peu ça, euh, bah, oui, il y a toujours un moment où il faut choisir. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. J'ai tendance à vouloir tout faire, à dire tout le temps oui. Euh, et là, aujourd'hui, le fait d'avoir un bébé, de pas pouvoir me multiplier, de pas pouvoir aller dans tous les sens, je fais des choix en fait. Et donc, je renonce à certains projets, certaines invitations. Euh, mais, mais je pense que c'est complètement, enfin, c'est en renonçant, simplement après pour être sur le renoncement même dans la montagne en fait, parce que j'apprends beaucoup de choses dans la montagne. Des fois renoncer c'est sauver sa vie, et c'est hyper important en fait de d'accepter de renoncer en fait, parce que des fois, si on bute enfin, je connais des gens qui sont morts comme ça, hein, simplement, hein, qui à un moment n'ont pas fait le choix de faire demi-tour, euh, et qui se sont fait prendre par une avalanche, qui sont tombés d'une falaise, et, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est voilà, il faut savoir aussi des fois accepter qu'on n'est pas invincible, qu'on peut pas tout faire, euh, et, et c'est comme ça qu'on finalement on est bien aussi au quotidien, quoi, et qu'on est toujours là en fait. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand tu disais ça, ça me fait penser au fait que, enfin, moi, tu vois, j'ai vécu à Paris, là, je vis à Marseille, mais tu connais pas de gens dans ton entourage proche qui se sont pris une avalanche, enfin, des choses, enfin, on n'a pas ce côté, quand tu vis en ville, de ce côté, genre, bah oui, la nature, elle peut être vraiment très, très violente et il faut faire attention à sa vie dans le sens littéral du terme, quoi. Oui, alors ça c'est sûr que c'est une école un peu, mais qui est pas forcément positive non plus, hein, parce que c'est quelque chose qui peut être assez dans le milieu de la montagne. Il y a aussi un déni un peu morbide des fois. Euh, c'est magnifique, mais ça tue plein de gens, et il y en a qui l'acceptent, qui le laissent filer. Et c'est quelque chose qui est pas non plus normal, qui est pas naturel. Alors ça nous remet à notre place, mais des fois on faut aussi accepter qu'on est juste tous pareils, et qu'on est fragile, et que des fois ça en vaut pas la chandelle. Et ça c'est quelque chose qui est voilà, dans le milieu de la montagne. Des fois, moi j'ai mon frère qui est guide de haute montagne, et lui c'est encore plus vrai pour lui. Il a perdu pas mal de copains récemment. Il y a quelque chose d'assez que je pourrais qualifier entre guillemets de malsain, quoi, parce que dans la beauté de la conquête, t'emmènes des gens qui sont pas forcément d'accord pour faire ça. Et je pense que des fois c'est simplement aussi un manque de dialogue, et le fait de, de se dire les choses entre nous, quoi. Voilà. Après, pour le coup, moi j'essaie aussi de me l'appliquer personnellement, euh, et c'est quelque chose sur lequel je travaille, voilà, en permanence, hein, parce que je passe beaucoup de temps, tous les matins je suis en montagne, enfin, moi en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'essaie de à chaque fois de me dire, attends, est-ce que ce moment de 5 minutes, 10 minutes de parapente, ça vaut le coup, si tu peux finir par terre, et en fait je fais tout pour que ça arrive pas, et j'essaie de le maîtriser complètement. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie de ce milieu-là, qui est une bonne école, mais qui est en même temps quelque chose
de pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens de la montagne des fois, qui ont l'impression de détenir la vérité sur ce qu'il faut faire. Et en fait, non, ils sont. Ouais, nous, on va choisir sciemment d'aller prendre des risques pour vivre des belles choses. Moi, j'ai vu des gens dans des pays qui sont dans des vies où ils n'ont pas le choix et pourtant ils sont rayonnants, souriants. Et je pense que eux, ils sont plus près de la vérité que ce que nous on peut aller trouver. Enfin voilà, mais c'est plutôt ça part un peu dans tous les sens ce que je dis, mais des fois l'humilité aussi, ça j'ai beaucoup appris en étant sur un fil. On est tout petit, on n'est pas grand chose par rapport à tout ce qui est autour, et on le sera toujours, que ce soit les autres personnes ou la planète ou voilà, plus largement tout ce qui nous entoure. C'est bien aussi d'être remis à sa place en permanence. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Alors la plus grande difficulté que j'ai à traverser, je pense que c'était dans ce moment de dépression là, à la fin de mon DUT, où j'avais des examens qui arrivaient, où j'étais pas trop en accord avec ce que je faisais, et j'avais plus aucun sens, et puis ouais, tout était en roue libre, j'étais un peu en mode automatique, un peu zombie là, je me levais le matin, j'allais prendre le bus, j'allais dans les cours et tout, mais en fait tout me passait dessus, et j'étais même pas capable d'aligner des fois 3 mots pour une présentation. Donc là, je pense que c'était là la plus grande difficulté qui m'a été donnée de faire face. Et puis après, aujourd'hui, il y a toujours un quotidien, c'est un combat permanent en fait, hein, dans le fait de se battre contre la négativité, les petites disons que je pense que c'est quelque chose qui est la plus grande difficulté pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de transmettre quelque chose de bien en permanence et de pas transmettre du négatif, parce que j'ai tendance aussi des fois, quand je suis un peu stressé, pas bien, à le diffuser autour. Et c'est mon combat, c'est ça, c'est d'essayer de c'est ça, voilà, la difficulté, c'est encore une fois d'essayer d'être bien tout le temps et de transmettre ça autour de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent en fait, qui s'applique à chaque minute de la vie. C'est quoi ton petit truc du coup à toi pour rester dans cette positivité? Alors, je sais pas si j'ai un petit truc. Je sais pas, il y a la musique, ça m'aide pas mal. Voilà, ça te transporte. Ouais, quand je suis sur un fil, ça m'aide quand je m'entraîne, je passe des heures à faire des allers-retours, ça me met dans un état où je suis bien, où ouais, je suis sensible par rapport à ça. Au quotidien, avec mon petit, par exemple, j'aime bien mettre de la musique parce que lui, il danse, on danse tous les deux, enfin tous les trois avec ma chérie en famille. Enfin, c'est quelque chose qui est un bon, qui booste bien la vie en général, je trouve. Ça a été quoi tes peurs au moment de te dire allez, je prends pas le job dans la boîte du copain de ton papa et je vais vivre de ma passion? C'était plutôt la peur d'être jugé ça, c'est quelque chose qui est toujours permanent, avec un combat aussi encore, le fait de ne pas déplaire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille en permanence. Voilà, ça m'est arrivé récemment, j'ai fait une traversée entre des éoliennes, j'ai reçu plein de messages. Qu'est-ce que tu viens faire sur des éoliennes, surtout en Suisse, t'as rien à faire là. Des fois, je rentre dans des débats qui sont pas les miens. Et là, quand j'avais accepté ce job, je m'étais engagé moralement à le prendre. J'ai eu beaucoup de mal à dire ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, je vais les lâcher. Et en plus, c'est un job, voilà, concrètement, en termes de revenus, aujourd'hui, je gagne ma vie bien mieux que si j'avais accepté ce job où j'aurais pas compté mes heures, en fait, pour quelque chose qui n'était pas mon propre entre guillemets business. Enfin, voilà, j'aurais travaillé pour quelqu'un d'autre, quoi. J'aurais moins de liberté. Et donc, c'était plus, voilà, c'est le fait d'accepter de pas pouvoir plaire à tout le monde, en fait. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que je suis fier d'avoir un beau garçon qui m'en apprend tous les jours, qui me remet à ma place tout le temps aussi, dans ma façon de penser, dans ce que je dois faire au quotidien. Et voilà, je pense que ma plus grande fierté, c'est mon petit ouais, que enfin, c'est le truc le plus beau de ma vie jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça sera toujours. Peut-être que les suivants aussi sont une fierté.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui te croise, qui connaît pas ton histoire et qui te dit « Ah, mais génial, tu vis de ta passion, mais en fait, t'en es là que grâce à de la chance ». Euh, je dirais que des fois, j'essaie de montrer tout ce qu'il y a derrière, qui est caché, les heures de travail. Je dirais que c'est un mélange que la chance, ça se provoque, ça se saisit, il faut savoir l'écouter, c'est quelque chose dont il faut être à l'écoute, mais que derrière, il faut des bases très très solides, euh, et, et que et que c'est quelque chose voilà qu'on vient provoquer et moi je pense que si je suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai pris des décisions, parce que je me suis battu, parce que j'ai passé des nuits à travailler, parce que j'ai eu des moments de doute hyper compliqués, euh, et je suis pas arrivé là que par la chance d'être arrivé au bon moment au bon endroit, et voilà c'est ça que je dirais, et, et je dirais aussi que ce que je fais, voilà, je pense que ça peut s'appliquer à tout en fait. Si mon fils se trouve passionné pour n'importe quel domaine, mais vraiment n'importe quel domaine, je pense que je dirais à la personne en fait, si tu fais quelque chose et que ça te passionne et que tu le fais bien et que tu mets toute ton énergie, euh, et parce que l'énergie on en a tous énormément, mais plus qu'on ne croit, euh, et ben finalement tu vas pouvoir en, soit en vivre, soit, enfin voilà, le fait de mettre toute ton énergie dans quelque chose et de le faire complètement sans, voilà, en étant certain que ça, enfin pas certain que ça va marcher, mais en y mettant tout, voilà, toute ton énergie simplement, je pense qu'on peut vivre de tout ce qu'on veut aujourd'hui. Ouais, en mettant les bonnes raisons, les bonnes intentions. Tout en voilà les bonnes raisons, les bonnes intentions, tout en étant aussi conscient du monde dans lequel on vit, et de bah voilà, moi si enfin aujourd'hui je suis dans un monde que j'explore, je prends un peu des fois de hauteur sur ce monde, je peux l'observer sur plein de points différents, et et, et j'en fais partie, et des fois ben voilà, j'ai des projets où je suis là juste pour faire de l'image parce que je sais que j'en ai besoin, et voilà, je suis pas non plus, même si mon métier a l'air plaisant comme ça, il y a des fois où j'en ai marre d'être sur cette ligne et de me lever 10 fois d'affilée au même endroit pour rejouer la scène de l'arrivée d'une traversée, pour faire une photo. Voilà, c'est pas que c'est vraiment pas que le fait de s'amuser tout le temps. Mais finalement, dans chaque métier, il y a forcément des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et après, c'est le sens global de tout qui fait que du coup, en effet, comme tu disais, faire 10 fois la photo sur le moment, c'est gonflant, mais tu sais pourquoi tu le fais et donc du coup, ça passe mieux. C'est ça, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup, tu voudrais donner aujourd'hui? Ouais, le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est fais-toi confiance. Enfin, et confiance en toi, ça c'est hyper important. Ça marche pour tout le monde, hein. Euh, voilà, et confiance en toi, et c'est le conseil principal hein, que je donne à tout le monde. C'est voilà, t'as tes propres capacités, tu peux faire des choses incroyables et tout le monde peut faire des choses incroyables, voilà, à n'importe quel niveau. Donc fais-toi confiance. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, on m'a donné plein de conseils sur plein de... Je pense que je dirais que ça vient de ma maman déjà, parce qu'elle m'a donné plein de conseils sur plein de choses, et des fois qui étaient dit ou même dans le fait, voilà, dans l'exemple. Euh, et je- c'est faudrait que je ouais, désolé, ça vient pas comme ça parce que c'est quelque chose d'assez global. J'ai pas forcément des mots qui viennent, mais bah, par exemple c'est elle qui m'a amené la technique de la visualisation. C'est elle qui m'a dit tiens, essaie de faire ça. Ma mère, elle fait beaucoup de recherches sur le développement personnel, tout ça. Elle a revu plein de choses, et donc elle me fait un tri en général, et elle me sort un peu l'essence de certaines choses, et voilà, c'est elle qui m'a c'est grâce à elle que la visualisation, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, et qui m'aide beaucoup, quoi. Parce qu'elle fait quoi ta maman comme métier?
Alors ma maman, là en ce moment, elle travaille à la régie des remontées mécaniques du village. Donc, mais elle a fait plein de choses. Ma maman est très très douée de ses mains. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est la journée de la femme. La journée. Alors attention parce que Oui. grand débat dans le monde, la journée internationale des droits de la femme. Moi, je raccourcis en droit de en femme, mais C'est la journée internationale des droits de la femme, c'est vrai. Et ma mère est une femme qui est très qui est pas dans le stéréotype ma mère est très très habile de ses mains. Chez nous, elle fait pas la cuisine, alors elle fait à manger, mais elle fabrique la cuisine aussi. Elle a tout fait en fait chez mes parents, que ça soit la terrasse en pierre, les murs, la cuisine en bois. C'est quelqu'un qui est très très doué avec ses mains. Et donc elle a passé beaucoup de temps à s'occuper de mon frère et moi, donc elle nous a un peu façonné. Et puis sinon elle fabrique des choses, et puis à côté elle a fait pas mal de métiers, remontée mécanique dans mon village. Enfin voilà, elle a passé, on va dire qu'elle a passé une grande partie de sa vie à nous éduquer, mon frère et moi. Et ton papa? Et mon papa, il vient du milieu donc de la mécanique, plutôt dans le milieu dans lequel j'étudiais, mais plutôt vraiment, on va dire, les mains dans le cambouis. Il a pas eu son bac et il a développé un énorme réseau en fait dans les endroits où il travaillait. Aujourd'hui, il est commercial dans l'entreprise dans laquelle il est maintenant, et il arrive encore de travailler un peu en technique, mais son métier aujourd'hui, c'est de développer la vente des machines pour lesquelles il travaillait au début. En fait, il a vraiment évolué d'une carrière où, où il bricolait des machines au début et il était bon pour ça. Et aujourd'hui, on vient le chercher parce que il connaît tout le monde et il sait. En fait, mon père, il a une capacité sociale hyper impressionnante. En fait, il fait ça naturellement. Il a besoin d'aller rencontrer les gens, de leur parler. Il le faisait au début dans l'atelier, maintenant il le fait dans un bureau pour vendre des machines. Génial. C'est quoi tes prochains défis? Alors mes prochains défis, il y en a il y en a plusieurs, mais le fait de répéter le spectacle plusieurs fois, je vais jouer plein de fois le spectacle pendant peut-être 3-4 ans. Ça c'est un défi un peu nouveau parce que je vais devoir jouer un spectacle avec des acrobates. C'est un super partage. En même temps, je vais passer beaucoup de temps dans les théâtres à l'ombre, ce qui n'est pas mon milieu de base. Et puis après, vraiment, dans les mois qui viennent, j'ai une très très grosse traversée au Mont-Saint-Michel, donc là, un record du monde de distance fin mai, qui est en train de se monter, qui est très très compliqué à monter pour plein de choses. Mais là, c'est en train de devenir vraiment concret. Donc ça, c'est la grosse traversée de l'année qui se déroulera à la fin du mois de mai. Bon, on va suivre ça avec impatience. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Là, je dirais merci à ma chérie parce que m'accompagne au quotidien depuis 2014. On a un bébé ensemble et voilà, je pense que c'est la personne qui fait que aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre et qui me laisse me développer aussi, qui me laisse une grande liberté et puis en même temps qui s'occupe de notre fils super bien, avec qui on passe des bons moments. Voilà, je dirais merci à elle. Merci beaucoup Nathan et puis merci à Loïc qui nous a mis en relation. Ouais, merci Loïc, merci à toi Charlotte et puis à bientôt. À très vite. Pour découvrir toutes les aventures de Nathan, je vous mets le lien sur le blog pourquoipasmoi.co. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Allez, je vous dis à demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi pour des contenus bonus inspirants et pour être au courant de toutes les actualités de l'aventure Pourquoi pas moi. Au revoir.